Il n'aura fallu que 7 minutes, juste 7, une poignée de minutes qui ont mis le feu aux poudres de l'Alliance Atlantique, provoquant le plus grand séisme diplomatique entre Washington et l'Europe depuis que Paris avait dit non à l'aventure irakienne en 2003. Sur scène, Donald Trump venait de terminer son show habituel, un discours enflammé dénonçant les assistés européens, ses partenaires trop contents de se cacher derrière le bouclier américain sans jamais sortir le portefeuille. Le regard qu'il lança à Sébastien Lecornu en disait long, ce fameux regard condescendant qu'il réservait à ceux qu'il jugeait mous, indécis ou simplement inutiles. Dans son esprit, c'était clair, il venait d'épingler la France comme l'exemple parfait de l'ingratitude européenne et il en était fier. Bruxelles assistait médusée à ce règlement de compte XXL. Et c'est là que tout a basculé. Au moment où l'atmosphère devenait irrespirable, le Premier ministre français s'est levé, calme, mais implacable, et a lâché une phrase qui a figé net la délégation américaine. Pas une simple divergence sur des lignes budgétaires ou un désaccord poli sur les chiffres. Non, c'était un véritable uppercut diplomatique à 39 ans. Le Cornu venait de signifier à Trump que l'ère du Dictate Made in Washington touchait à sa fin. Game over pour l'hégémonie unilatérale. Mais pour saisir l'intensité du choc qui allait pulvériser le consensus de façade au sein de l'OTAN, il faut reculer l'horloge de 3 mois. Janvier, le retour tonitruant de Donald Trump à la Maison-Blanche, une victoire triomphale et avec elle une promesse aussi explosive que clivante, ou bien les Européens passent à la caisse pour leur propre défense, ou bien les boys rentrent à la maison. Fini les cadeaux. Sauf que cette rengaine-là, on l'avait déjà entendue. Sauf que cette fois-ci, le président américain ne bluffait plus. Dans un bureau ovale relooké façon palace doré de Las Vegas, Trump recevait en boucle son nouveau ministre de la Défense, le très martial général Mike Waltz, un ancien des forces spéciales recyclé en théoricien de la géopolitique façon MAGA. Ensemble, ils réécrivaient les règles du jeu atlantique, l'OTAN deviendrait un club privé avec cotisation obligatoire. Protection militaire, oui, mais au tarif fort. Cela fait 3/4 de siècle que les Européens se promènent à l'abri de notre arsenal nucléaire sans jamais sortir le moindre sou, fulminait Trump devant son Conseil de sécurité nationale, le poing sur la table, et la voix plus outrée qu'un présentateur de télé-réalité. La France, elle aligne à peine 2-1% de son PIB pour se défendre. Une blague. Nous, on est déjà à 3%. Qu'ils montent à 5%, sinon nos troupes font leur valise. Derrière cette obsession presque fétichiste des pourcentages se cachait une vérité que Trump ne voulait surtout pas regarder en face. Les États-Unis n'avaient pas installé 100 000 soldats en Europe pour faire plaisir à leurs vieux copains de guerre. Non. Tout cela obéissait à une logique froide, calculée, parfaitement cynique, protéger les intérêts stratégiques, made in USA, rien de plus. Parce qu'en réalité, ces bases militaires américaines éparpillées sur le vieux continent n'avaient rien de post-avancé philanthropique. Prenez Ramstein en Allemagne, bien plus qu'un simple aéroport pour avions de chasse, c'était le véritable centre névralgique de toutes les opérations américaines au Moyen-Orient et en Afrique. Supprimez ce hub et l'on doit tout redéployer depuis la côte est des États-Unis. Résultat, un coût logistique multiplié par 4 et une armée qui perd sa plus grande force, la réactivité éclair. Même le Pentagone, pourtant pas réputé pour sa tendresse, admettait que Ramstein faisait économiser à l'oncle Sam 23 milliards de dollars par an. Oui, vous avez bien lu 23 milliards. Mais ce que les calculs à la va-vite de l'équipe Trump oubliaient volontairement, bien sûr, c'est que l'Europe n'était pas seulement un terrain d'atterrissage pour les bottes américaines, c'était aussi une tour de contrôle ultra sensible pour l'espionnage mondial made in USA. En Allemagne et au Royaume-Uni, les oreilles électroniques de la NSA captaient chaque jour des torrents de données appels russes, échanges chinois, conversations moyen-orientales. Et tout ça, direction Francfort, où les analystes de la CIA passaient au crible plus des 3/4 des infos stratégiques sur le terrorisme global. Reproduire ce genre de dispositif depuis l'Amérique mission impossible littéralement. Mais le jackpot, le vrai, se jouait ailleurs dans les contrats d'armement XXL. Grâce à la pression douce ou pas des États-Unis pour assurer une compatibilité militaire, les pays de l'OTAN se ruaient
Sur le catalogue Made in America F-35 flambant 9 missiles Patriot, dernier cri système de comme dernier cri, et drones au nom aussi menaçant que leur prix. Résultat entre 2015 et 2024. Un joli pactole de 267 milliards de dollars empochés par les géants de l'industrie US comme Lockheed Martin, Boeing, Raytheon ou Northrop Grumman. Même les voix raisonnables tentaient d'alerter. L'ex-secrétaire à la Défense Lloyd Austin, consulté par l'équipe Walls, résuma tout ça d'un ton sec. « Monsieur le Président, faut arrêter avec le discours du sauveur désintéressé. On n'est pas là par bonté d'âme. Notre présence, c'est du business stratégique pur jus puissance projetée, espionnage massif, contrat en or. Si on se barre, on y laisse bien plus que des tanks. » Mais face aux subtilités de la géopolitique et aux nuances stratégiques patiemment construites par ses conseillers, Trump restait hermétique. Lui, ce qu'il voyait, c'était un tableau Excel en noir et blanc avec une colonne Profit et une autre Arnaque. Dans sa tête de magnate new-yorkais, les relations internationales n'étaient rien d'autre que des deals à solder, soit l'Amérique encaissait un chèque, soit elle se faisait pigeonner. Les subtilités comme les retombées indirectes, les gains diplomatiques ou les avantages à long terme du charabia de diplomate. C'est donc sans surprise qu'il appliqua sa logique de marchand de biens à l'OTAN, une organisation coûteuse qu'il fallait faire rentrer dans les clous. Il donna carte blanche à son nouveau secrétaire au Trésor Scott Bessent, un faucon de la rigueur budgétaire pour faire les comptes. Objectif: établir une facture en bonne et due forme à remettre aux Européens lors du prochain sommet, comme s'il s'agissait d'un avis d'impôt impayé. Résultat: en avril 2025, le Trésor américain pondit un rapport ultra confidentiel au nom très corporate, Allied Defense Subsidy Assessment. Montant total présenté 347 milliards de dollars. Et attention, pas juste les coûts visibles, salaires, base tank. Non, non. Ce chef-d'œuvre de comptabilité créative englobait aussi tout un tas de frais cachés astucieusement empilés pour faire grimper la note au maximum. Une facture taillée sur mesure pour choquer, culpabiliser et encaisser. Les magiciens de la compta au Trésor américain s'étaient surpassés. Leur génie. Avoir inventé une arithmétique géopolitique où même les bombes ont une mémoire fiscale. Ils avaient sorti la calculette pour ajouter sans trembler les budgets de R&D de toutes les armes testées ou non sur sol européen depuis 1940. Même si ces mêmes joujoux servaient ailleurs dans le monde, peu importe, l'Europe devait sa part. Ensuite, ils ont empilé les salaires versés à chaque GI, ayant posé un pied en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale bonus, on y glissait aussi les futures retraites. Et pour couronner le tout, une ligne poétiquement intitulée « Manque à gagner économique », censée quantifier tout l'argent que l'Amérique aurait pu générer si elle n'avait pas stationné ses troupes sur le vieux continent. Une science-fiction budgétaire en pleine forme. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. L'apothéose comptable, une ligne invisible mais tonitruante, le coût d'opportunité du capital investi. En clair, combien ces fameux 347 milliards perdus en Europe auraient rapporté s'ils avaient été mis en bourse dans l'immobilier ou investis dans une start-up de burger bio à Austin. Grâce à ce tour de passe-passe économique, le montant total de la dette européenne grimpait magiquement à 340 milliards de dollars. Oui, presque autant que l'addition d'un divorce hollywoodien, et là le coup de théâtre. Lors de la présentation du rapport, Scott Bessent, en mode facturier zélé, annonce calmement au président si l'Europe devait rétroactivement rembourser ce qu'elle doit aux braves contribuables américains, intérêts composés inclus, eh bien, la France nous doit dans les 100 milliards l'Allemagne 312, l'Italie 94 et l'Espagne 9. Silence dans la salle. L'Europe, dans leur narration, s'était devenue une bande de mauvais payeurs endettés jusqu'au cou auprès de l'oncle Sam. Le chef-d'œuvre d'acrobatie comptable imaginé par l'équipe Trump reposait sur un postulat aussi absurde que malhonnête, faire croire que l'Amérique n'avait jamais rien gagné, ni en influence, ni en fric, ni en pouvoir grâce à sa présence militaire en Europe. Comme si les bases américaines, n'étaient que des hôtels de passage humanitaire. Cette fiction comptable passait sous silence le fait que depuis des décennies, Washington s'était installé au cœur du continent,
Pour piloter tranquillement l'agenda stratégique européen, imposer ses règles du jeu diplomatique et verrouiller sa place de boss incontesté de l'ordre mondial. Mais dans le cerveau binaire de Trump, cette fiction prenait des allures de vérité absolue. Pour lui, cette soi-disant dette de l'Europe devenait un bâton parfait pour matraquer les alliés, soit vous payez plus, soit on arrête le service. Plus de débat, plus d'argumentation. Juste une facture tendue froidement comme une menace. On était passé du partenariat à l'injonction, et forcément en haut de la liste des cibles à corriger la France, évidemment. Parce que depuis que De Gaulle avait osé claquer la porte au nez de l'OTAN, Paris restait aux yeux des Américains le caillou dans la chaussure du leadership US en Europe. Une obsession durable. Et aujourd'hui encore le symbole à abattre. Depuis l'époque du général De Gaulle, Paris s'était forgé une habitude tenace cultiver l'art très français de l'indépendance militaire. Une obsession nationale qui, à force d'être répétée avec une rigueur presque monarchique, avait le don de hérisser les nerfs de toutes les administrations américaines successives, qu'elles soient bleu démocrate ou rouge républicain. La France, fidèle à sa logique d'exception, possédait son propre arsenal nucléaire avec 20 ogives bien à elle sans supervision étrangère. Elle avait claqué la porte du commandement intégré de l'OTAN en 1966 et n'avait consenti à y revenir qu'en 2009. Et encore du bout des lèvres, à l'ONU, elle préférait dire non, plutôt que suivre aveuglément Washington. Quant à l'idée d'une armée européenne affranchie de la tutelle américaine, c'était un refrain permanent dans la bouche des dirigeants français, comme un vieux disque dont les Américains ne supportaient plus le son. Ce besoin viscéral d'autonomie ne sortait pas de nulle part. Il avait un nom Normandie, juin 1944. Pour De Gaulle, l'image d'une France libérée, sans que les Français aient leur mot à dire dans la stratégie, relevait de l'humiliation pure. Mis à l'écart par Londres et Washington, il en avait tiré une leçon gravée dans le marbre: plus jamais Paris ne laisserait une puissance étrangère, même alliée, décider seule de son destin militaire. Une blessure transformée en doctrine. Et cette doctrine, tous ses successeurs l'avaient à leur façon entretenue. De Pompidou à Macron, en passant par Mitterrand ou Chirac, chacun y avait mis sa dose de fermeté ou de souplesse selon les vents. Même Sarkozy, pourtant partisan d'un retour dans le giron otanien, avait joué finement en échange de son retour. Il exigea que la France garde le contrôle absolu de sa dissuasion nucléaire et décrocha pour ses généraux des postes clés dans le dispositif de commandement. Un retour, oui, mais pas sans condition, pas sans fierté. Chez Trump, l'attitude hautaine et frondeuse des Français n'était pas juste agaçante, c'était carrément une gifle personnelle. Pour lui, cette arrogance gauloise remontant à plusieurs siècles n'avait rien de pittoresque, c'était une insulte vivante. Lors d'un meeting survolté à Tampa, il avait balancé à son public hilar: ces types se prennent pour des durs avec leurs mini-bombes nucléaires de poche. Mais dès que Poutine hausse le ton, il rapplique, fit ça en suppliant qu'on vienne les sauver. Puis il enfonce le clou, comme à son habitude, qu'ils commencent à payer le tarif réel de la protection qu'on leur offre ou qu'ils se débrouillent face aux Russes. On verra combien de temps ils tiennent sans nous. Et ce ressentiment déjà bien costaud s'était mué en obsession à partir de septembre, pile au moment où le cornu, un parfait inconnu hors de France, atterrit à Matignon. Jeune 39 ans, profil de premier de la classe, c'est exactement le genre de profil qui fait hérisser les poils de Trump. Polyglotte technocrate calibré façon ENA, défenseur acharné du multilatéralisme amoureux affiché de l'Union européenne. En somme, le cauchemar ambulant de tout populiste américain. Leur communication directe rare et à chaque fois explosive. Depuis janvier 2025, chaque appel entre les deux hommes ressemblait à un duel de western téléphonique, tension glaciale, pic à peine voilé. Trump ne se privait jamais pour balancer son cocktail de reproches. Arrogance parisienne mollesse, stratégique face à Moscou, idéalisme ridicule. Le cornu lui restait courtois, mais tranchant, et derrière son sourire poli, transparaissait un mépris évident pour ce qu'il voyait comme du populisme brut et une vision du monde digne d'un vieux manuel de marketing new-yorkais. Tout avait commencé par une petite phrase balancée au détour d'un dîner feutré à l'Élysée, entre fromage affiné et diplomates européens en smoking.
Le cornu vert à la main y alla d'un commentaire cinglant. Trump, c'est la caricature vivante du déclin intellectuel américain. Il pense comme un agent immobilier ringard des années 80, pas comme un chef de file du monde libre en 2025. Une punchline censée rester dans les salons privés, mais qui comme souvent fuita. Et pas n'importe où droit dans les colonnes de la presse américaine via une fuite diplomatique bien placée. Résultat, une tempête instantanée. Trump entra en éruption sur X ex-Twitter dès 6 heures du mat', depuis son repère de Mar-a-Lago, le minable. Le cornu à la tête d'un pays socialement en ruine se permet de donner des leçons à l'Amérique, celle qui le protège depuis 80 ans. Sans nous, la France parlerait allemand ou russe. Quelle ingratitude crasse! Ce clash verbal, loin de s'éteindre, s'est transformé en guerre froide diplomatique. Chaque mot des deux côtés envenimait un peu plus l'atmosphère. Les diplomates français et américains tentaient tant bien que mal de maintenir un semblant de dialogue, mais la dynamique était toxique. À chaque tentative d'apaisement, la tension personnelle entre les deux leaders sabotait tout. Une guerre d'ego à ciel ouvert, et c'est dans ce climat aussi tendu qu'un fil électrique mouillé qu'a débuté le sommet de l'OTAN à Bruxelles le 15 juillet 2025. Officiellement, on y venait pour parler renforcement des capacités militaires collectives. En réalité, tout le monde savait que Trump allait s'en servir pour balancer un ultimatum sec aux Européens: payer plus ou on plie bagage. Le président américain débarqua flanqué de son bataillon de fidèles ultra-loyalistes, bien décidé à imposer à l'Alliance une logique de deal de promoteurs immobiliers. Pendant des semaines, l'équipe Trump avait peaufiné une démonstration PowerPoint XXL, 47 diapositives rien que ça, une sorte de missile visuel chargé de chiffres de graphiques et de récriminations. L'objectif ? Montrer avec effets spéciaux et indignation calibrée à quel point l'Amérique se faisait plumer pour défendre l'Europe. Une présentation conçue pour asséner une seule idée: on paye trop et ça suffit. La délégation US venue à Bruxelles ressemblait à un casting de film d'action. Le général Mike Waltz, ex-béret vert, reconverti en croisé anti-européen. Marco Rubius, secrétaire d'État fanatique de l'OTAN, aussi souple qu'un tank en descente. Kash Patel, directeur de la CIA et fidèle jusqu'à l'obsession. Et le chef d'orchestre de ce concert de reproches, Scott Bessant, secrétaire au Trésor artisan de la fameuse théorie de la dette européenne. Ambiance. La veille du sommet, dans sa suite au Starnberget Grand Hôtel Trump, chauffer ses troupes à blanc. Ces Européens mous du genou vont enfin piger qu'on n'est pas leur armée low cost. C'est fini le service gratuit. Soit ils passent direct à 5% de leur PIB pour la défense, soit on remballe nos soldats et on retire le parapluie nucléaire. Pas de débat, pas de discussion. Juste un choix. Derrière ce coup de pression spectaculaire se cachait une stratégie aussi brutale que simpliste. Trump pariait sur la peur, la division et l'immobilisme européen. Il était persuadé que, comme depuis 1945, les Européens allaient plier courber l'échine et dire « merci patron » avant d'accepter toutes les conditions américaines. Un calcul qui semblait froidement logique, mais dramatiquement déconnecté de la réalité nouvelle du vieux continent. Dans le petit théâtre mental de Donald Trump, l'histoire se résumait à une équation simplicime: parler, fort, plus, menacer de plier bagage, soumission immédiate. Il était intimement persuadé qu'un bon coup de gueule assorti d'un avertissement musclé sur le retrait des troupes US suffirait à faire trembler les dirigeants européens coincés, comme toujours, sous leur dépendance chronique au parapluie militaire américain. L'idée même d'une riposte coordonnée côté européen inimaginable pour lui. Impensable même. Le jour J des potrons minés, l'équipe Trump avait convié une poignée de journalistes triés sur le volet à un petit-déj stratégique. But de la manœuvre: lancer la charge médiatique avant même que les négociations n'aient commencé. Aujourd'hui, le président va remettre les pendules à leur côté européen, avait lancé le porte-parole de la Maison-Blanche tout sourire. Fini la période du tourisme militaire, maintenant c'est payer ou dégager. Le message était clair et diffusé à la hache. Les médias conservateurs américains comme Fox News et Breitbart, toujours en première ligne quand il s'agit de taper sur l'Europe enchaînée. Les éditos rageurs: l'Europe devait enfin régler ses comptes envers son bienfaiteur américain. Et l'opinion publique US
Depuis la débâcle afghane, elle baignait dans un isolationnisme béat. Les sondages confirmaient Trump surfer sur une vague populiste, parfaitement alignée avec sa méthode bulldozer. Mais ce que Trump n'avait pas vu venir, c'était ça, le cornu n'était pas venu les mains vides. Le français méthodique, comme un horloger suisse, avait monté pièce par pièce une riposte d'une précision chirurgicale. Avec des montagnes de documents, des graphiques, des citations, des chiffres têtus, il s'apprêtait à dynamiter calmement mais méthodiquement toute l'architecture bancale de la rhétorique trumpiste. Un uppercut, en costume 3 pièces. Ce que personne ne voyait derrière les tapis rouges et les poignées de main, c'est qu'à Matignon, une toute autre partie se jouait en coulisses depuis 6 semaines. Une opération secrète au nom savoureux de code Vérité Atlantique. Cette cellule tenue à l'écart des projecteurs fonctionnait comme une véritable salle de guerre intellectuelle. Aux commandes, le général Pierre Chill, bras droit stratégique du président, qui avait réuni autour de lui une équipe de snipers de l'analyse experts en défense, en géopolitique atlantique et en histoire militaire de l'OTAN. Leur mission n'était pas officielle, mais elle était claire démonter pièce par pièce la machine à mensonges trumpiste qui dépeignait l'Europe comme un passager clandestin, et surtout préparer une réplique argumentée chirurgicale impossible à contrer. Ce qu'ils ont produit au fil des jours, une bombe à fragmentation intellectuelle, un rapport d'une précision méthodique conçu pour faire voler en éclats la propagande américaine. À chaque page, une démonstration cinglante les calculs de l'administration Trump, oubliés volontairement des pans entiers de la réalité. Notamment un détail de taille, les immenses profits stratégiques et politiques que Washington retirait de sa présence militaire en Europe année après année. Prenez Ramstein par exemple. Cette base tentaculaire installée en Allemagne, c'est un peu le QG logistique mondial de l'armée américaine. Chaque jour, elle sert de hub pour acheminer hommes et matériel vers l'Afrique, le Moyen-Orient, voire l'Asie centrale. Sans elle, les forces américaines seraient obligées de partir directement de la côte Est, quadruplant les coûts logistiques, tout en plombant leur réactivité, ce fameux temps d'avance qui fait trembler leurs adversaires. Autant dire que l'Europe, loin d'être une charge, est en fait un multiplicateur d'efficacité militaire made in USA. Le plus croustillant dans cette affaire, c'est que même le Pentagone, dans ses propres documents ultra classifiés que les services français, disons-le franchement, ont réussi à obtenir avec une discrétion toute digne d'un film d'espionnage, reconnaissait noir sur blanc l'immense plus-value stratégique des bases américaines en Europe. Selon ces notes confidentielles, stationner des troupes sur le vieux continent permettait d'économiser pas moins de 34 milliards de dollars par an en frais de déploiement. Sur 75 ans, faites le calcul, 550 milliards de dollars d'économie nette pour le budget de la défense américain. Et après ça, on parle encore de fardeau financier européen. Et ce n'est que le début. Car au-delà des tanks et des avions, l'Europe servait aussi de plateforme d'espionnage géante pour les États-Unis. Un réseau de surveillance digne d'un roman de John le Carré des stations d'écoute XXL de la NSA plantées en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, qui chaque jour interceptent des flots de données venues de Russie, de Chine, d'Iran ou du Moyen-Orient. Téléphone, mail, signaux, électroniques, tout y passe. Mais le joyau de la couronne, c'est du côté de Francfort, Munich et Londres qu'il faut le chercher. Là, les centres d'analyse de la CIA moulinent triant et exploitent pas moins de 72% du renseignement mondial américain concernant le terrorisme, les trafics de drogue et la prolifération nucléaire. Reproduire un tel dispositif depuis les États-Unis, mission impossible. Littéralement. Trop loin des satellites, trop de latence, trop de perte de signal. L'Europe, elle est idéalement placée une sorte de balcon logistique avec vue imprenable sur tout l'hémisphère Est. Monsieur le Premier ministre, lança le général Chill, visiblement satisfait lors du dernier point stratégique à Matignon, les Américains débarquent avec leur facture salée 1237 milliards de dollars pour 75 ans de présence militaire en Europe. Une addition à sens unique. Mais selon nos calculs précis, sourcés, irréfutables, la réalité est tout autre. En croisant les flux de revenus stratégiques, les gains industriels, les économies opérationnelles liées à leur ancrage sur notre sol, le bilan net affiche un profit de plus de 140 milliards pour Washington. En clair, ce ne sont pas les Européens qui doivent rembourser quoi que ce soit,
C'est l'Amérique qui nous est redevable, et lourdement. Et ce n'était qu'un avant-goût, car le dossier français allait plus loin encore en pointant le passif lourdissime des aventures militaires américaines les plus hasardeuses. L'analyse révélait que l'Irak et l'Afghanistan, ces conflits lancés sans véritable concertation, avaient vidé les caisses européennes à hauteur de 340 milliards d'euros entre 2001 et 2021, et pas uniquement pour l'envoi de troupes. Cela couvrait aussi toute une série de coûts occultés jamais assumés publiquement, soutien logistique, soins, post-trauma, reconstruction civile et j'en passe. Le chiffre choque 140 000 soldats européens mobilisés pour des guerres décidées à Washington, pas à Bruxelles. Des conflits où l'Europe a perdu plus de 20 vies et vu 8 400 blessés graves rentrer du front pour des opérations qui, soyons honnêtes, ne servaient ni nos peuples ni notre sécurité. Mais bel et bien l'agenda géopolitique d'un empire qui refusait de se l'avouer. Rien que la France avait aligné un chèque de 47 milliards d'euros pour ses campagnes militaires hasardeuses, 13 années de présence en Afghanistan, 12 000 soldats français mobilisés, 8 morts au combat, 700 blessés graves et des milliers de vétérans revenus brisés, hantés par des conflits qui n'étaient même pas les leurs. Et ce n'était pas un cas isolé. L'Allemagne, 51 milliards, l'Italie, 23, l'Espagne, 18 et le Royaume-Uni, un jackpot de 718 milliards d'euros engloutis. Tout ça pourquoi? Pour voir l'Irak sombrer dans le chaos transformé en terrain de jeu pour des milices pro-iraniennes. Une situation diamétralement opposée aux nobles intentions affichées par les États-Unis au départ. Mais le sommet de l'absurde, c'est l'Afghanistan. Août 2021, les talibans reprennent le pouvoir en quelques jours. Washington évacue en panique sans prévenir personne. Pas un appel, pas une réunion. Les Européens juste des figurants bons à payer la note. Devant ce constat accablant, le colonel François Lecointre, ancien chef d'état-major, n'avait pas mâché ces mots « Nous avons dépensé des fortunes et enterré nos soldats pour des mensonges d'État. Les armes de destruction massive, un mythe. Ben Laden. Il se cachait au Pakistan, pas dans les montagnes afghanes. Ces guerres, c'était du théâtre géopolitique à gros budget, et on nous a forcés à y jouer les seconds rôles. Mais l'équipe Le Cornu n'en est pas restée là. En grattant les archives, ils avaient mis la main sur des documents déclassifiés explosifs, des preuves nettes que l'administration Bush avait manipulé l'Europe. Pression diplomatique, menaces commerciales et petits chantages bien ficelés. Tout avait été bon pour forcer la main aux pays européens hésitants. Il ne s'agissait pas d'adhésion sincère à une vision stratégique commune, juste de la peur des représailles économiques américaines, et une soumission silencieuse à la machine impériale de Washington. 15 juillet 2025, 15h30 pétante. Dans le grand amphithéâtre flambant neuf du siège de l'OTAN, Donald Trump surgit comme une apparition hollywoodienne, costume bleu foncé bien repassé, cravate rouge façon totem regard perçant. Il n'était pas là pour faire des courbettes, il allait selon lui remettre de l'ordre dans la maison. Le ton tranchant comme un couperet. Le message fidèle à son ADN, America First, et les autres derrière. Mesdames, messieurs, les dirigeants lançaient-ils d'une voix posée mais acérée, il est temps de dire tout haut ce que mes prédécesseurs ont eu trop peur d'assumer. L'OTAN est un marché de dupes. Les États-Unis payent la facture pendant que l'Europe se la coule douce. Tout y était gestuel, théâtral, autoconviction inébranlable et cette rhétorique made in Trump à base de chiffres brandis comme des épées, mais aussi fragile qu'un château de cartes. Nous, les États-Unis, dépensons 60 milliards par an pour notre défense. La France, 64 milliards. L'Allemagne, 63. Mais nous, on paye plus que les 30 autres pays réunis. Un vrai scandale. Sauf que dans ce show millimétré, un détail gênant avait disparu du script. Les États-Unis pèsent économiquement 7 fois plus que la France et 5 fois plus que l'Allemagne. Mais ça, évidemment, ils ne le disaient pas, parce que ça casserait un peu l'effet dramatique de la scène, n'est-ce pas? Trump, fidèle à sa ligne, ignora royalement toutes les subtilités macroéconomiques pour mieux dérouler son sermon simpliste. Nous maintenons 100 000 soldats en Europe pour défendre des nations qui ont largement les moyens d'assurer leur propre sécurité,
mais préfèrent gaspiller leur argent dans leurs petits luxes sociaux, lança-t-il d'un ton acerbe dégoulinant de mépris. En clair, ce sont les contribuables américains qui financent la retraite des Européens. Eh bien, ça suffit maintenant. Ce refrain du parasite socialiste européen faisait partie des grands classiques du Trump Show. Oubliez commodément que ces fameuses dépenses sociales financent des hôpitaux, des écoles et une stabilité que les États-Unis eux-mêmes envieraient. Mais le président n'était pas venu pour nuancer. Il enchaîna, l'engagement était clair, 2% du PIB pour la défense. Résultat, une poignée seulement tient parole, c'est inacceptable. On relève la barre 5% minimum, déclara-t-il en plantant ostensiblement son regard dans les yeux de la délégation française. La France de 1%. Une plaisanterie. Soit il passe à 5%, soit on remballe nos troupes. Et ce ne sera pas un au revoir en douceur. Tripler les budgets militaires européens en pleine période de stagnation économique. Une proposition aussi réaliste qu'un film de science-fiction mal écrit. Et pourtant, Trump la brandissait comme une vérité divine. Et pour clore le spectacle, il dégaina la phrase qui fit tomber le silence dans la salle. « L'Amérique n'est plus le videur bénévole de la boîte de nuit européenne. Payez pour votre sécurité ou affrontez Poutine sans nous. Le choix est à vous, mais il n'y aura aucune négociation. » Les quelques applaudissements timides venus de sa propre délégation résonnèrent bizarrement dans le malaise généralisé. Le reste de la salle était pétrifié, sonné par la brutalité du discours. Puis, dans ce silence suspendu, un homme leva lentement la main, le corps nu, et il demanda la parole, d'un ton calme qui tranchait avec le vacarme ambiant. Le Premier ministre de la République française se leva lentement, le regard calme mais résolu incarnant ce mélange rare de froide élégance et de feu contenu que seule la diplomatie gauloise s'est distillée depuis De Gaulle. Il s'avança sans se presser vers le micro, planta ses yeux dans ceux de Trump, sans flancher et laissa tomber d'une voix claire affûtée comme une lame. « Monsieur le Président Trump, je vous remercie. Grâce à vous, nous venons d'assister à un chef-d'œuvre, celui d'un discours américain devenu caricature. Une potion amère mêlant arrogance crue et chiffres bidonnés. » Le ton était donné frontal cinglant sans passer par la case diplomatie feutrée. Trump, pris à contre-pied par cette riposte venue de Paris, laissa échapper un froncement de sourcils trahissant sa surprise. Le cornu poursuivit sans lui laisser le temps de répliquer, sortant calmement un dossier épais de sa serviette. « Vous parlez d'un soi-disant déséquilibre financier parfait. Parlons donc des faits que vous semblez soigneusement oublier. En 2003, les États-Unis ont lancé une guerre en Irak fondée sur une fiction des armes de destruction massive qui n'ont jamais existé. Et le coût pour nous autres Européens, 7 milliards d'euros. Et 767 soldats tués pour défendre vos intérêts, Monsieur Trump. Pas les nôtres. » Le chiffre tomba dans la salle comme une enclume sur du verre. L'auditoire figé venait d'entendre ce que les discours officiels avaient passé 20 ans à contourner. La fracture transatlantique n'était plus un murmure, c'était désormais une déclaration d'indépendance. L'Afghanistan, 2 décennies d'engagement, 2001 à 2021, enchaîna le Premier ministre imperturbable, le ton chirurgical. Les États-Unis activent l'article 5 de l'OTAN après le 11 septembre. Résultat, 140 000 soldats européens envoyés au front, 13 milliards d'euros sortis des caisses européennes. Pourquoi une retraite précipitée humiliante, décidée seule dans votre coin par Washington? Chaque mot visait comme un missile de précision, fissurant un peu plus la façade du discours trumpiste. Trump tenta de couper court, levant la main. « Monsieur le Premier ministre, ce que vous oubliez, c'est que… » Mais le cornu le coupa net, le ton sec comme une gifle. « Non, Monsieur Trump, c'est moi qui parle. Vous vous écoutez. » Et il reprit sans relâcher la pression. « Vous nous accusez de vivre à vos crochets? Très bien, parlons chiffres. Savez-vous combien vos bases en Europe injectent dans votre propre économie 34 milliards de dollars chaque année, entre contrats locaux, salaires de vos soldats et bénéfices logistiques? Rammstein en Allemagne, c'est votre tour de contrôle vers le Moyen-Orient et l'Afrique. Sans cette base, vos opérations militaires vous coûteraient 40% plus cher. » L'effet fut immédiat. L'argument central du discours trumpiste, celui du fardeau américain, venait de prendre l'eau.
Et dans la salle, plusieurs visages se tournaient vers leurs voisins avec des expressions de surprise mêlées d'embarras. Mais entrons maintenant dans le vif du mensonge dans le cœur de votre petite gymnastique budgétaire, lança le Premier ministre la voix teintée d'un calme tranchant. Vous balancez ce chiffre de 187 milliards que l'Amérique aurait soi-disant déboursé pour protéger l'Europe. Ce que vous évitez soigneusement de dire, c'est que sur la même période, votre industrie de défense a écoulé pour 340 milliards de dollars de missiles, avions et tanks à nos armées. Alors dites-moi, monsieur Trump, qui arrose qui exactement? Le coup de grâce chiffré était lancé et il fit mouche. L'argument de l'Amérique généreuse volant au secours d'une Europe ingrate s'effondrait remplacé par l'image d'un marchand d'armes prospère. Puisque vous aimez tant les comparaisons de pourcentage, enchaîna-t-il en feuilletant ses notes, reprenons les bases. La France dépense 64 milliards pour sa défense sur un PIB de 3 000 milliards. Les États-Unis 767 milliards, mais avec une richesse nationale de 22 000 milliards. En proportion, on est à égalité. Et vous le savez. Une démonstration implacable. Trump aimait les chiffres absolus pour impressionner le cornu, lui opposait les proportions pour éclairer. Et l'effet était immédiat. Le président américain, visiblement à court d'arguments, tenta un baroud d'honneur. La France a sa mini-force nucléaire, mais enfin... Le cornu lui coupa la parole implacable. Justement, parlons-en. Cette petite force, comme vous dites, c'est une dissuasion nucléaire autonome qui couvre non seulement la France, mais aussi nos voisins européens. 6 milliards d'euros par an, payés intégralement par nous, sans jamais vous avoir demandé un centime. Voilà ce qu'on appelle la solidarité entre alliés, pas vos factures fantaisistes. Un silence pesant s'installa dans l'Assemblée. Les regards évitaient Trump. La remarque du Premier ministre venait de pulvériser un autre pilier du récit américain, l'idée que l'Europe serait nue sans l'ombre protectrice de Washington. Mais le clou du spectacle, le cornu, l'avait gardé pour la fin. Vous exigez 5% du PIB en budget militaire. Soit. Mais dans ce cas, monsieur Trump, commençons par faire les comptes. L'Amérique devra d'abord régler la note 340 milliards d'euros. C'est ce que nous, Européens, avons déboursé pour financer vos aventures militaires en Irak et en Afghanistan. 2 conflits déclenchés au nom de votre hégémonie, pas de notre sécurité. La salle médusée retenait son souffle. Pour une fois, les rôles étaient inversés, c'était l'Europe qui présentait la facture à l'oncle Sam. Puis, dans un silence glacé, il asséna la phrase qui allait faire trembler les murs du siège de l'OTAN. L'Alliance Atlantique n'est pas un service de sécurité privé où les États-Unis jouent que les gros bras et l'Europe les clients à moitié solvables. C'est un pacte d'égal à égal. Si vous voulez nous faire passer à la caisse comme dans un racket mafieux, alors nous bâtirons notre propre défense européenne. L'ère où Washington dictait sa loi au vieux continent est terminée. Les mots claquèrent comme une déclaration d'indépendance. La réaction fut aussi spectaculaire qu'immédiate. Trump quitta la salle furibond, suivi de ses fidèles. L'effet fut saisissant, une onde de choc traversa l'Assemblée. Jamais en près de 8 décennies d'existence, un chef d'État européen n'avait osé défier aussi frontalement les États-Unis en les accusant publiquement de manipuler les chiffres et de transformer l'OTAN en instrument de chantage. Un tournant historique venait peut-être de s'opérer, et tout le monde le savait. Le tremblement de terre diplomatique provoqué par l'intervention de Le Cornu traversa l'Atlantique à la vitesse d'un missile balistique. Aux États-Unis, les chaînes d'infos s'enflammèrent instantanément, chacune suivant sa partition politique. Fox News s'indignait en gras capital. La France crache sur la main qui la protège. Tucker Carlson, en pleine fureur télévisée, accusait les Européens de souffrir d'une ingratitude chronique doublée d'un complexe de supériorité ridicule. Pendant ce temps, CNN posait un diagnostic clinique, une rupture transatlantique sans précédent depuis le fiasco irakien. Et dans les colonnes du New York Times, l'angoisse transpirait « L'OTAN vit-elle ces derniers jours ?» L'effet fut si fulgurant que même le Congrès américain, pourtant rarement d'accord sur quoi que ce soit, retrouva soudain une union sacrée contre Paris. Par 357 voix contre 76, la Chambre des représentants adopta à toute vitesse une résolution solennelle condamnant ce qu'elle qualifiait de
Déclaration insultante fondamentalement anti-américaine et historiquement erronée du Premier ministre français. Un consensus bipartisan, né d'un outrage républicain et d'un malaise démocrate. Et dans la foulée, les faucons du Sénat, menés tambour battant par Tom Cotton et Lindsey Graham, hurlèrent à la trahison. Leur demande des sanctions économiques immédiates contre la France et la suspension des contrats militaires en cours. Mais dans les cercles plus feutrés de la diplomatie américaine, le choc avait laissé des traces plus complexes. L'élite stratégique d'habitude, fidèle aux liens transatlantiques, se déchirait désormais entre colère, embarras et remise en question. Pendant que les faucons néoconservateurs du Weekly Standard applaudissaient Trump à tout rompre, exigeant que les Européens passent à la caisse ou dégagent les esprits plus pondérés de la vieille garde réaliste américaine, notamment au Council on Foreign Relations, sonnèrent l'alarme, une fracture transatlantique profiterait avant tout à Pékin et Moscou. Richard Haass, ex-patron du CFR, lâchait même un aveu rare. « Il faut le reconnaître, notre façon de comptabiliser les efforts de l'OTAN a toujours été orientée politiquement. Dans les amphis des grandes universités américaines, le discours de Le Cornu faisait l'effet d'un pavé dans la mare. À Harvard, le professeur Stephen Walt saluait la gifle rhétorique comme une vérité que beaucoup pensaient. Tout bas, depuis longtemps, l'hypocrisie atlantiste devait bien finir par être nommée. À Georgetown, l'ancien secrétaire à la défense Robert Gates allait jusqu'à concéder que les Européens avaient payé le prix fort pour les folies militaires américaines au Moyen-Orient sans jamais en récolter le moindre dividende stratégique. Et tandis que l'Amérique se déchirait entre néocons et réalistes, l'Europe, elle, vibrait à l'unisson. De Berlin à Athènes, en passant par Madrid, Rome, Varsovie ou Stockholm, les peuples européens saluaient avec ferveur le panache français et l'audace du jeune Premier ministre qui venait de mettre l'Amérique face à ses contradictions. Les timelines Twitter et Instagram se couvraient de drapeaux tricolores, de même de Le Cornu brandissant une baguette comme une épée. Le hashtag Stand with Le Cornu Euro s'envolait en tendance dans 23 pays pendant 2 jours d'affilée. Cela faisait des décennies qu'un leader européen n'avait pas eu le cran de défier Washington en face, sur le terrain des idées, sans fléchir, sans s'excuser. Et cette fois, toute une génération avait trouvé une voie. Dans les jours qui ont suivi, les sondages ont résonné comme un coup de tonnerre dans les capitales européennes. Près de 8 citoyens sur 10 estimaient que Le Cornu avait eu raison de remettre Washington à sa place et que le moment était venu pour l'Europe de reprendre le contrôle de son destin stratégique. Face à cette lame de fond populaire, même les plus fervents défenseurs de l'atlantisme se retrouvèrent dos au mur. À Berlin, le très mesuré Olaf Scholz, d'ordinaire d'une prudence olympienne dès qu'il s'agit de l'OTAN, dut reconnaître que le chef du gouvernement français avait posé de véritables questions de fond sur l'équité au sein de l'Alliance. Quant à Giorgia Meloni, pourtant idéologiquement proche de Trump, elle admit du bout des lèvres que certaines vérités françaises méritaient d'être mises sur la table sans tabou ni langue de bois. Et fait encore plus surprenant, même dans les bastions historiques du pro-américanisme comme la Pologne ou les États baltes, le ton changeait. Le président polonais, tout en réaffirmant le besoin crucial de la protection américaine face à la menace russe, lâchait une petite bombe diplomatique. Ce n'est pas parce que nous avons besoin de sécurité que nous devons nous comporter comme des serfs modernes au service des États-Unis. Et ainsi, 6 mois plus tard, alors que la poussière de cette joute transatlantique retombait lentement, un constat s'imposait si la relation franco-américaine s'était glacée. L'idée d'une autonomie stratégique européenne, elle venait de prendre feu. Berlin, Paris, Rome et Madrid avaient décidé d'envoyer un signal clair en annonçant un programme commun d'armement massif à hauteur de 240 milliards d'euros. Ils brisaient d'un seul coup le cordon technologique qui les liait aux États-Unis. Mais plus encore que cet effort budgétaire titanesque, c'est le symbole qui frappait les esprits. L'ère où l'Europe courbait l'échine devant les injonctions américaines touchait à sa fin. Le choc du sommet avait agi comme un électrochoc psychologique. Le Cornu a provoqué un déclic collectif, résumé avec finesse Hubert Védrine, ancien patron du Quai d'Orsay. Ce qu'on croyait impensable depuis des décennies est soudain devenu évident, on peut marcher aux côtés de l'Amérique sans marcher à la baguette. Et que dire du principal protagoniste de cette scène historique? Du jour au lendemain,
Le Cornu était devenu une légende vivante pour tous ceux en Europe qui étouffaient sous le poids de la suffisance Made in USA. Son intervention magistrale du 15 juillet 2025 à Bruxelles entrait dans les annales, dans toutes les académies diplomatiques. On l'analysait comme un cas d'école de résistance élégante face à l'intimidation d'un allié devenu dominateur. L'histoire retiendra cette image, celle d'un trentenaire au verbe affûté debout, face aux géants américains transformant un rapport de force déséquilibré en triomphe moral. Ce jour-là, à la tribune de l'OTAN, la dignité européenne a relevé la tête et l'idée même de souveraineté continentale a cessé d'être un rêve lointain.